ici. Merci beaucoup, chers amis. Beaucoup d'émotions pour moi de me retrouver dans cet amphithéâtre que j'ai fréquenté tant et plus à une autre époque de ma vie, et de me retrouver dans ces lieux dans lesquels je reviens de temps en temps. On va parler aujourd'hui d'intelligence artificielle. Je vais préciser tout de suite que ce n'est pas mon sujet de recherche, même s'il y a un de mes domaines de recherche dans lesquels ça s'est retrouvé connexe, au point que la première fois que j'ai rencontré Yoshua Bengio et que j'ai commencé à me présenter, il m'a dit « Pas besoin de te présenter, on a potassé tes travaux, en tout cas sur le domaine du transport optimal, parce qu'on est persuadé qu'il y a quelque chose à en faire en termes d'intelligence artificielle. » Et que je me suis retrouvé à une époque invité dans des colloques pour la même occasion. Mais si je suis là, c'est surtout parce que les aventures de ma vie professionnelle m'ont amené à me retrouver à l'Assemblée nationale, une sorte de point de convergence entre carrière scientifique et carrière politique, et en charge de beaucoup d'enjeux technologiques et scientifiques à contenu politique, dont l'intelligence artificielle est l'un des représentants les plus célèbres. C'est ainsi que j'ai été en charge de la mission intelligence artificielle entre peut-être septembre 2017 et mars 2018, rendu en mars 2018 au gouvernement et au président de la République, qui a déterminé la stratégie en intelligence artificielle à l'échelle nationale. Équipe dans laquelle l'équipe que j'avais constituée contenait un mix, un mélange varié de personnalités, des gens qui venaient du Conseil national du numérique, un chercheur en intelligence artificielle bien connu, Marc Schonauer, ancien président de l'Association française d'intelligence artificielle, des gens avec une formation plus orientée sciences humaines et sociales, droit, parce que c'est un sujet éminemment transversal et dans lesquels les plus grandes interrogations sont beaucoup plus sur les questions de société et sur l'interaction algorithme humain que sur les questions techniques proprement dites. On va dire aussi que l'histoire de l'intelligence artificielle, c'est quelque chose qui a été plein de rebonds, plein d'incertitudes. Je ne vais surtout pas prétendre vous faire des pronostics sur ce qui va se passer dans l'avenir. D'ailleurs, j'ai déjà grillé tout mon capital de confiance en la matière dans les années 2000, le jour où l'un de mes collègues qui voulait se lancer dans l'intelligence artificielle, j'étais à l'ENS Lyon à l'époque, je lui ai dit « Écoute, tu es sûr que tu vas aller dans ce sujet qui a très peu d'applications, ça n'a pas l'air d'être un sujet d'avenir, franchement, reste plutôt en géométrie. » Et donc, avec le souvenir de cet épisode glorieux, je ne chercherai pas à faire de grandes prédictions sur ce qui va arriver. Mais à évoquer des pistes, pointer les difficultés, des états de l'art, et à parler aussi de cette interface entre science et société qui est là dès le départ. À la base de l'intelligence artificielle, il y avait, on cite souvent comme père fondateur Alan Turing, même si ce n'est pas de lui que vient le terme intelligence artificielle. Le terme intelligence artificielle est arrivé peu après dans une célèbre conférence qui était consacrée à la naissance de ce qu'aujourd'hui on appelle l'intelligence artificielle, qu'on appelait déjà à l'époque. Et dès le début, dès la première conférence sur le sujet, on s'est demandé si c'était un bon terme, en se disant que ça prêtait à confusion. Aujourd'hui, l'affaire est tranchée, c'est un très mauvais terme. Ce qu'on appelle intelligence artificielle n'est pas de l'intelligence. En revanche, ça génère beaucoup d'anxiété parmi un certain public. Mais maintenant, c'est tellement implanté, tellement incrusté dans le paysage qu'on va garder cette dénomination et on va parler d'intelligence artificielle. Et puis, je vais dire que pour moi, la première fois que j'en ai entendu parler, c'était quand j'étais un jeune adolescent épris de science et que je lisais les ouvrages de Douglas Hofstadter. Certains dans la salle ont lu Douglas Hofstadter aussi, c'était Mathémagie, Gödel et Scherebach. Et il faisait un très beau travail de vulgarisation, fasciné par les questions logiques, par les questions cognitives. Il avait inspiré de Lewis Carroll les dialogues entre Achille et la tortue qui se mettaient à discuter intelligence artificielle. C'était assez virtuose, c'était passionnant. À l'époque, intelligence artificielle semblait être un domaine qui allait nous permettre d'aller à la conquête de la compréhension de notre propre intelligence. Aujourd'hui, il est très clair que ce n'était pas ça. Ou du moins que si c'était l'objectif à l'époque, on a changé d'objectif entre-temps. Ce qu'on appelle intelligence artificielle aujourd'hui n'est pas l'idée qu'on va comprendre, en tout cas pour la grande majorité des utilisations, n'est pas l'idée qu'on va comprendre ce qui se passe dans l'intelligence, ni l'idée qu'on va fabriquer quelque chose, une entité qui est de l'intelligence, mais c'est juste l'idée, très prosaïquement, qu'on va automatiser un certain nombre de tâches, un certain nombre de fonctions qu'on aurait pu croire réservées à l'être humain et dont finalement on s'aperçoit qu'on peut les faire de façon automatique. Et la grande humiliation, c'est qu'une grande partie de ces choses qu'on croyait réservées à l'humain, finalement, elles peuvent très bien se faire sans aucune intelligence.
Et vous avez ainsi on était très fiers de nos performances au jeu d'échecs, nos performances au jeu de Go, nos performances, tout ce que vous voulez. Et on s'aperçoit qu'on se fait aujourd'hui écrabouiller par les algorithmes au jeu d'échecs, écrabouiller au jeu de Go, écrabouiller sur quoi ça a été tenté sur Fortnite, écrabouillé sur Jeopardy, sur tout ce que vous voulez, et en particulier sur n'importe quel jeu. C'est l'une des grandes conclusions de ces dernières décennies. Et ça, c'est un peu... et sans qu'il y ait d'intelligence derrière, mais des algorithmes malins. Et puis, dans beaucoup de cas aussi, d'énormes puissances, capacités de calcul et de capacité de stockage de données. Alors, on peut se rattraper en se disant qu'on est beaucoup plus efficace parce que la puissance qu'on utilise est absolument microscopique par rapport à la puissance qu'utilisent en alimentation électrique, en empreinte matière et tout ça, les algorithmes dont je vous parle. On peut aussi remarquer que, ce qui est un peu embêtant, mais après tout, pourquoi pas, on a pris notre revanche sur d'autres tâches. Aujourd'hui, il n'existe aucun robot, algorithme décent qui sache balayer, faire le boulot de balayeur. Aujourd'hui, il n'existe aucun robot, algorithme décent qui sache conduire une voiture, ce que des milliards d'êtres humains savent faire sans difficulté. Et on s'est rendu compte que finalement, des choses qu'on croyait très simples sont très compliquées en fait, des choses qu'on croyait très compliquées sont finalement accessibles, beaucoup plus simples que ce qu'on croyait. Et ce qui est sûr, c'est que ce n'est pas de l'intelligence, en tout cas pas quelque chose de comparable avec notre intelligence humaine. Alors, je vous ai parlé un petit peu d'intelligence artificielle dans le départ, ou tel que j'ai pu le voir au début dans les années 80. Du temps que j'arrive à l'école normale supérieure dans les années 90, l'intelligence artificielle avait fort mauvaise presse. À l'époque, nos enseignants nous déconseillaient d'aller dans ce genre de sujet ou le réservaient aux plus motivés des plus motivés en logique et mathématiques très pures, on va dire. Et dans les années 2000, beaucoup parlaient encore de l'échec des méthodes d'intelligence artificielle, de l'hiver de l'intelligence artificielle, et en particulier, c'est savoureux rétrospectivement, de l'échec des méthodes de réseau de neurones. On se souvient pourtant comment, à un certain moment, sont revenus, alors qu'on les croyait enterrés, ces méthodes de réseau de neurones, portées en particulier par la sainte trinité des réseaux, Yann LeCun, Yoshua Bengio, Geoff Hinton, qui ont démontré que on pouvait gagner des concours d'intelligence artificielle avec des réseaux de neurones, imitant vaguement l'organisation neuronale des animaux, et que c'était finalement extrêmement efficace pour certaines applications. Il s'est écoulé seulement quelques années avant ce moment, et le moment où les réseaux de neurones s'affichaient en première page des magazines d'innovation économique, présentés sous le nom sexy de Deep Learning comme étant la méthode qui allait tout résoudre, y compris les grands problèmes de l'humanité, les grands problèmes d'environnement et tout. Et les meilleurs experts en informatique, en intelligence artificielle, en informatique en général, je me souviens qui s'avouait décontenancé par cette performance des réseaux de neurones. Je me souviens d'une conversation avec Michel Sebag, ici, dans mon bureau à l'Institut Poincaré, donc dans les années 2010, me disant, on est très embarrassé, on ne sait pas pourquoi ça marche aussi bien, c'est immoral, mais c'est ainsi. Et c'est l'un de ces exemples dans lesquels le pragmatisme et l'expérimentation informatique, le bidouillage en certains cas, est arrivé beaucoup plus loin que ce que les théoriciens avaient espéré. Une sorte de renversement historique par rapport à la fondation de l'informatique. Je vous rappelle qu'au début, le rêve de l'informatique avec Turing, Shannon, von Neumann, c'était surtout résoudre des équations différentielles. On avait de grandes attentes théoriques sur ce qu'on pouvait dire des équations différentielles, une grande théorie qualitative, mais on n'avait pas du tout de façon de calculer les solutions des équations différentielles, plus ou moins explicitement. Et à l'époque, en un sens, la technique était très en retard sur la théorie. Aujourd'hui, on peut dire que c'est le contraire. La théorie se retrouve très en retard sur la technique. C'est intéressant, peut-être qu'il y aura une nouvelle bascule, on verra. Et dans les dernières années, ce qu'on va dire, c'est que l'intelligence artificielle a été caractérisée par une profusion de méthodes, une orgie de moyens qui a été attribuée
par toutes les instances, les grandes entreprises, les gouvernements à l'intelligence artificielle. Là où auparavant il s'agissait juste de payer quelques salaires de théoriciens, aujourd'hui sont des milliards et des milliards qui sont mis sur la table un peu partout dans les grandes universités. Et c'est un petit jeu dans lequel la Chine s'est mise à doubler n'importe quel autre pays et où il apparaissait que pour être très bien placé dans la course à l'intelligence artificielle, à la performance au niveau mondial, il fallait disposer en grande quantité de moyens de calcul, de grands jeux de données, comme ceux que vous récupérez à travers des grands réseaux qui vous permettent d'avoir des grandes bases de données sur lesquelles étalonner vos algorithmes d'apprentissage automatique, et suffisamment d'argent pour attirer avec de gros salaires tous les programmeurs auxquels vous pouvez penser. Donc une course au gros, dans lequel, sans conteste, le continent américain et le continent asiatique sont sortis vainqueurs. Je parle ici en particulier du développement de la R&D, du développement à l'interface entre technologie et économie de l'intelligence artificielle. Quelque chose d'un peu embarrassant pour des mathématiciens qui aiment bien penser que c'est à coup de grandes astuces qu'on résout les choses avec la bonne idée, et finalement de voir que c'était la masse qui arrivait à résoudre les problèmes et à se positionner très en avant. Attention, je parle ici du déploiement des techniques d'intelligence artificielle et pas de la recherche. La recherche en intelligence artificielle de haut niveau, elle est à peu près bien répandue un peu partout dans le monde. Et l'Europe ne fait pas exception. D'ailleurs, vous aurez remarqué que sur les trois superstars des réseaux de neurones que j'ai cités tout à l'heure, il y a un Français, un Québécois et un Canadien. Si on ajoute dans les vedettes, on va rajouter Demis Hassabis qui est britannique. On va rajouter Kai-Fu Lee qui est chinois. On rajoutera quelques autres vedettes ici et là, mais vous voyez qu'il n'y a absolument aucunement une domination américaine en termes de recherche en intelligence artificielle. En revanche, quand on va sur les projets, les mises en œuvre, les moyens, les entreprises, les investissements qui sont faits dans l'intelligence artificielle, là, il n'y a pas photo. C'est absolument écrasant et Europe plus États-Unis plus, enfin Amérique plus Asie doit représenter quelque chose comme 90% des investissements. Que dire maintenant des applications et que dire des possibilités qu'a apporté l'intelligence artificielle? Je ne vous ai toujours pas donné de définition précise de l'IA à ce stade, hein. C'est parce qu'il n'y en a pas. Et c'est un des premiers trucs qu'on a compris quand on faisait le rapport. Au début, on se disait peut-être qu'il faut trouver une définition précise. Finalement, non. N'importe quelle définition à laquelle on peut penser ne tient pas la route. Et de toute façon, plein de choses qu'on appelle intelligence artificielle aujourd'hui sont des choses qu'on n'appelait pas intelligence artificielle il y a 10 ans. Mais entre-temps, des décideurs se sont rendus compte que c'était plus sexy pour lever de l'argent et donc ont renommé quelque chose qu'ils appelaient autrement intelligence artificielle. Et il y a des choses auxquelles on pense aujourd'hui comme de l'IA et auxquelles dans 10 ans on n'y pensera plus. Un célèbre chercheur en IA avait dit à partir du moment où ça marche, on cesse de l'appeler intelligence artificielle. C'est seulement quand c'est dans la phase de développement qu'on va utiliser cette dénomination. Donc on va dire que l'IA, c'est n'importe quel algorithme, plus ou moins sophistiqué, qui permet d'automatiser une tâche qu'on pensait réservée aux êtres humains avant de développer l'algorithme en question. Vous voyez comme la définition est subjective, vous voyez comme elle dépend du temps, du contexte, et c'est comme ça. Et qu'est-ce qu'on arrive aujourd'hui à automatiser? Un certain nombre de choses. Le domaine se développait de façon très expérimentale. On s'est rendu compte qu'il y a des choses sur lesquelles ça marche bien ou pas. Par exemple, chaque fois qu'il y a un jeu, qu'on pouvait replacer un problème dans le cadre d'un jeu, là ça marche extrêmement bien. Un jeu avec des règles bien délimitées, un espace des possibles bien délimité, et là ça a été extraordinaire. Chaque fois qu'il s'agit d'analyser un jeu de données, des motifs, des images, reconnaître une situation qui doit ressembler à une autre situation, là aussi, extrêmement bien. Par exemple, aujourd'hui, pour le diagnostic sur des analyses, sur des images médicales, les meilleurs algorithmes font mieux que les meilleurs humains. Là encore, il y a quelque chose d'humiliant. Pensez que le diagnostic du cancer du sein qui demande beaucoup d'entraînement à des experts et sur lequel un novice se plante 90% du temps, il peut être réalisé par un simple algorithme avec un taux de succès meilleur que les meilleurs humains. Et voyez, là où c'est délicat de prévoir le possible chamboulement en termes de métier,
peut-être ça fait une menace sur le métier d'expert radio ou sur le métier de professeur de médecine, mais aucune menace sur les métiers d'infirmière, d'aide-soignant, tout ce qui va être dans le lien ou dans la confiance, qui pour le coup n'est aujourd'hui absolument aucunement menacé par un éventuel remplacement par l'intelligence artificielle. Médecine est l'un des sujets dans lesquels on attend pas mal de choses dans l'intelligence artificielle, et c'était l'un des 4 axes sur lesquels insistait mon rapport. Médecine, mobilité, environnement, défense, c'était les 4 axes sur lesquels j'insistais. On n'a pas inclus la finance, même si c'est un énorme secteur d'application intelligence artificielle, précurseur dans bien des cas à chaque fois qu'il y a la numérisation, tout simplement parce que c'est un secteur qui n'a pas spécialement besoin de subventions publiques et qui arrive très bien à financer soi-même ses investissements, parfois même un peu trop, on va dire. On n'a pas parlé d'éducation, même si c'est un sujet majeur et s'il y a du monde qui a beaucoup d'idées là-dessus, tout simplement parce que c'est encore en plein mouvement et qu'il est très difficile d'avoir l'esprit clair aujourd'hui sur ce qui marche ou sur ce qui ne marche pas en matière d'éducation. Mais là aussi, c'est un sujet sur lequel il y a des grandes attentes ici et là. Mais c'est un sujet sur lequel, pour aujourd'hui, pour l'instant, le professeur humain dans la salle de classe humaine en présence est ce qui donne les meilleurs résultats. Les domaines, depuis le rapport, déjà, ont connu des évolutions. En tout cas, la situation n'est pas exactement la même que ce que c'était quand j'ai pu rendre la copie de notre groupe en 2018. En médecine, on s'est rendu compte que finalement, ce qui est le plus difficile de très loin, c'est l'organisation des bases de données. Quelque chose de phénoménal, dantesque. Un mélange de problèmes administratifs, de problèmes politiques, de problèmes sociaux, de grandes frayeurs de la société par rapport, surtout en France et en Allemagne, par rapport à tout ce qui représente l'alliance entre l'État et les données. Et c'est ce qui explique, ajouté à ça, les problèmes de souveraineté européenne auxquels on se heurte dès qu'on parle d'hébergement de bases de données. Et vous retrouvez dans ce qui explique qu'aujourd'hui, 3 ans et demi après la remise du rapport, la plateforme de données centralisée du gouvernement n'est toujours pas en œuvre, toujours pas prête à opérer, toujours pas dotée des institutions qui iraient avec, et c'est pas clair que ça s'arrange de sitôt. Les grands problèmes ici ne sont pas techniques, ils sont sociaux, politiques, culturels, et c'est quelque chose qui est général dans la mise en œuvre de l'intelligence artificielle avec des données. Au niveau de la mobilité, on ne peut que constater que globalement, le son de cloche qui nous vient de l'industrie automobile est plutôt plus pessimiste aujourd'hui que ce que c'était il y a 3 ans. En train de dire, la mobilité autonome, finalement, c'est plus difficile que ce qu'on croyait. Je me souviens d'avoir visité le laboratoire de Bosch, intelligence artificielle, il y a quelques années, en 2017. Il nous disait, là, regardez, on arrive à faire ça plus facilement que ce qu'on croyait, on est plutôt optimiste. Aujourd'hui, il y a un mouvement de balancier. On se rend compte que traiter des situations complexes, ça demande beaucoup plus d'intelligence des situations, quand il s'agit d'insérer le véhicule au milieu des autres, quand il s'agit de laisser les priorités à tel ou tel comportement, beaucoup plus d'une espèce de représentation de la situation que ce qu'on avait en tête. En ce qui concerne l'environnement, globalement, c'est décevant. Il y a des applications qui émergent ici et là, il y a des choses qui sont très intéressantes en termes d'optimisation d'énergie, en termes de soutien à l'agriculture, en termes d'aide à la mise en place de panneaux solaires ou de plein de choses, optimisation de champs d'éoliennes dans leurs orientations, ce que vous voulez. Ici et là, un certain nombre de cas d'usage, mais globalement, rien qui soit à la hauteur, en tout cas, des enjeux extraordinaires que représente la question de transition écologique et de lutte contre l'effondrement environnemental. Ou disons, juste la constatation que dans ce domaine, l'IA est là pour épauler, aider, améliorer un peu les grands efforts qu'on fait avec telle et telle technique physique, comportementale ou ce que vous voulez, mais ça ne va en aucun cas s'y substituer, ça ne va en aucun cas dispenser la société de faire les énormes efforts qui relèvent du monde physique, qui relèvent du monde des comportements, qui relèvent de choses bien plus proches de la matière que de l'information. Et puis, pour ce qui est de la défense a toujours été un secteur intensif en intelligence artificielle. Ça, c'est quelque chose qui continue. Ce n'est pas un sujet sur lequel le contrôle parlementaire est aussi facile que pour les autres, pour des raisons évidentes.
Il y a un gros enjeu qui est sur la défense, qui est la bonne articulation entre recherche civile et recherche militaire, sans quoi les méthodes militaires sont condamnées à dépérir par recroquevillement sur soi-même. Et ça fait partie des domaines sur lesquels il y a encore une forte incertitude. En matière géopolitique, je vous ai parlé de ce constat dans lequel les enjeux de souveraineté sont majeurs et dans lesquels Europe se retrouve clairement dominée aujourd'hui en matière de mise en œuvre par les États-Unis d'une part, la Chine d'autre part et certains autres pays à travers le monde. Le top 5 habituellement admis des pays dans le monde sur l'IA, au moment où on a fait le rapport, c'était en gros États-Unis, Chine, Grande-Bretagne, Israël et Canada, dans le désordre. Aujourd'hui, on peut dire que ça n'a pas vraiment changé. Israël est là pour nous montrer qu'on peut être excellent et leader sur certains domaines en intelligence artificielle et en particulier dans le domaine médical sans être un très gros, mais avec certaines spécificités, certaines particularités liées à la structure de l'innovation en Israël, la structure de l'organisation de la médecine et au rapport entre le monde de la recherche et le monde de l'économie. Et on voit ici à quel point ce n'est pas juste une question scientifique dure, mais une question qui s'adresse à toute la société, la culture et les façons de travailler. Citation d'un collègue mathématicien, Eitan Barmat, qui me faisait visiter les institutions, les laboratoires à Tel Aviv et à Haïfa, basés sur l'intelligence artificielle. Citation, vous autres en France, vous avez une grande école de mathématiques et d'informatique théorique bien plus large que la nôtre. Vous avez une grande école de médecine bien plus vaste, bien plus puissante que la nôtre, mais quand il s'agit de faire dialoguer les deux, vous ne savez pas faire. Nous, on sait faire, et c'est ça qui explique qu'on soit à la pointe sur toutes ces applications. Quelque chose qui ne s'applique pas que dans ce domaine, mais que j'ai pu vérifier dans un certain nombre d'autres situations. Je suis en train de... Non, je vais jusqu'à 10 à peu près, quelque chose comme ça. Qui est le maître du temps ici? C'est toi. Ouais, très bien. Alors, l'Europe. Dans la remise du rapport en 2018, la chorégraphie de remise du rapport reflétait l'insistance que donnait le rapport sur l'échelon européen. Et donc, il y avait ma présentation, bien sûr, mais il y avait aussi un exposé de la ministre fédérale de la Recherche allemande. Il y avait aussi un exposé du commissaire européen en charge de la recherche. Et c'était une façon de marquer, après c'était suivi par le discours du président, qui annonçait la stratégie nationale, c'était une façon de marquer que cette stratégie nationale s'inscrivait dans une stratégie européenne, dans un souhait européen qui devait se décliner par des réseaux de calcul, réseaux de données, réseaux de chercheurs, réseaux d'étudiants, qui devaient se décliner par certaines infrastructures partagées, infrastructures de calcul intensif et des choses comme ça, par des réglementations communes, par des règles éthiques communes et ainsi de suite. Et par un marché intérieur permettant aux entreprises, dans un domaine qui fonctionne de façon très pragmatique et donc dépendant énormément du nombre de clients que vous pouvez faire, du nombre d'expériences que vous pouvez lancer, donc avoir un marché est un très gros enjeu. Et qu'est-ce qu'on peut dire quelques années plus tard par rapport à ces ambitions européennes? Ça n'a pas tant progressé que ça. Les réseaux ne sont pas vraiment en place de façon forte. Les deux réseaux de chercheurs, l'un qui s'appelle CLAIR, l'autre qui s'appelle ELIS, qui fonctionnent à l'échelle européenne, avec des spécialités un peu différentes en termes de technique, existaient à ce moment-là, existent toujours, n'ont jamais réussi à se mettre vraiment d'accord sur une façon de s'unir, de partager les ressources. Les entreprises européennes continuent de se tourner plus facilement vers les États-Unis pour chercher des produits, pour faire monter leur entreprise en intelligence artificielle plutôt que de s'adresser à des acteurs européens. La réindustrialisation en matière d'acteurs du numérique, de production, de cloud et de ce genre de choses reste pour l'instant un vœu. Et puis, la coordination des différentes stratégies nationales, pour l'instant, reste minime.
C'est quelque chose que j'avais vu quand j'assistais à la stratégie, à l'annonce de la stratégie fédérale allemande. D'abord, elle était peu coordonnée avec la stratégie française. J'étais l'un des très rares non-allemands invités à la présentation. Et il apparaissait très clair qu'elle était majoritairement, cette stratégie, tournée vers l'industrie allemande. Et c'est quelque chose qui avait aussi fait l'objet de critiques en Allemagne même. Et dans les autres pays, rares sont ceux qui se sont dotés d'une stratégie nationale, encore plus rares ceux qui ont vraiment fait l'effort de se demander ce que pouvait être la stratégie européenne. Donc, si vous voulez, ici, une énorme marge de progression qui va être l'un des défis les plus importants sur la mise en œuvre de la stratégie intelligence artificielle et de son déploiement dans la sphère économico-politique à venir. Plus globalement, si on fait le recul par rapport à la stratégie en IA et sur ce qui s'est passé pendant les 3 dernières années, on peut dire que tout ce qui devait être fait de façon nationale et de façon institutionnelle, créer telle institution, tel conseil, tel laboratoire, globalement ça a été fait. C'est ainsi que vous avez maintenant un conseil d'éthique nationale en intelligence artificielle, c'est une chambre du conseil du comité consultatif national d'éthique. Vous avez des centres de recherche interdisciplinaires qui ont été créés, vous avez tel et tel défi, telle source de financement qui a été créée. Tout ce qui relevait cependant de changements de pratiques, de culture, de relations des acteurs les uns avec les autres, n'a guère évolué. Ça veut dire pas tellement plus de formation, pas tellement plus de coopération entre entreprises et laboratoires, pas tellement plus de regards nouveaux portés sur la souveraineté européenne et sur les performances des entreprises américaines par rapport aux entreprises européennes, et ainsi de suite. Et certainement, pour aller au-delà, ça viendra avec une très forte mise en tension de la question culturelle, du débat public, de la façon dont les choses se feront sur le terrain et pas juste des mesures qui pourront être prises par tel ou tel gouvernement. Alors je terminerai en disant que j'étais il y a quelques semaines à Concarneau au Forum européen d'intelligence artificielle des territoires, visant à organiser de façon locale avec des acteurs du coin, aussi bien des entreprises que des instituts de recherche, des débats, des discussions, des cas d'école, discuter de cas d'usage correspondant aux grands enjeux du territoire. Et j'ai été assez impressionné par la façon dont la discussion prenait bien et dont le fait de recadrer entre acteurs de proximité avec des intérêts communs et des liens communs naturels permettait de faire avancer assez rapidement la confiance et les échanges entre les acteurs. Et il me semble que dans la suite du parcours et du processus politique, ici je le vois avec le point de vue politique, résolument, il faudra aller vers une mise en débat et une mise en perspective qui se fera à échelle locale un peu partout. Écoutez, voilà, on arrive au temps qui m'était imparti pour cette introduction et on va continuer avec les questions. Donc, merci pour cette intervention. Y a-t-il des questions à la salle ? Alors, si on n'a pas, je me permets une petite question. C'est dans ce rapport sur le numérique, j'ai l'impression que n'apparaissait pas vraiment la question du coût énergétique. On va avoir plusieurs interventions à ce sujet. Hein. Le coût énergétique du numérique en général. On sait maintenant que c'est passé devant le secteur aérien. Et il paraît un peu compliqué d'à la fois essayer de dire on va lancer ce secteur, on va le propulser, et de l'autre tenir compte de ce facteur comme ce facteur énergétique et consommateur d'énergie. Donc, quelle est votre position par rapport à ça ? C'est une très bonne remarque, mais c'est inexact. Non seulement ça y est, mais je crois même que c'est le premier rapport de ce type de niveau, à niveau national ou international, qui consacrait une partie spécifique. Il y a un chapitre spécifique environnement et IA, et ce chapitre est divisé en 2 parties en gros. Il y a une partie qui est qu'est-ce que l'IA peut apporter de bien à l'environnement, et l'autre c'est qu'est-ce que l'IA a de désastreux sur l'environnement. Et effectivement, les questions qui étaient abordées dans ce chapitre, c'était le coût énergétique, le coût matériaux, la non-soutenabilité de l'industrie, alors de l'IA et du numérique en général. Non-soutenabilité parce que la consommation énergétique juste croît exponentiellement et c'est juste pas durable. On prolonge les courbes et on voit qu'à échelle de quelques décennies, si ça continue comme ça, toute la capacité de production mondiale serait affectée à l'informatique, ce qui n'a aucun sens.
mais aussi sur certains matériaux. Alors évidemment, on est sur une industrie qui a faible taux de recyclage et même probablement à faible taux de recyclabilité. C'est toute une affaire de recycler dans les façons où c'est aujourd'hui produit. On est sur une industrie qui est polluante, là où c'est produit aujourd'hui. On est sur une industrie dans laquelle certains matériaux vont se retrouver en tension très vite. Alors il y a des questions de terres rares qui se retrouvent dans la robotique, qui se retrouvent dans un certain nombre de nouvelles technologies aussi. De mémoire, l'indium était mentionné comme l'un des matériaux qui allait se retrouver en tension assez rapidement, mais aussi des choses aussi banales que le cuivre, on sait bien, ça va être un vrai souci. Et la question de la sobriété dans le numérique est une vraie question maintenant qui est arrivée sur le devant de la scène assez fort. Il y a quelques années, il y avait peu de travaux sur le sujet et en 2018, on se basait sur les estimations du Shift Project. Aujourd'hui, il y a davantage. Et en particulier, il y a l'ouvrage récent, les deux ouvrages récents de Guillaume Pitron. L'un qui est consacré à la question stratégique des terres rares et des matériaux stratégiques en général. C'est un sujet sur lequel il y a aussi les travaux de Vidal, j'ai oublié le prénom là-dessus, avec un bouquin récent qui fait référence. Et puis tout récemment, Guillaume Pitron... Julien Vidal. Et tout récemment, Guillaume Pitron s'est occupé d'un nouvel ouvrage. Là, vous le trouvez dans les gares, vous le trouvez un peu partout, qui s'occupe du coût du numérique, avec vraiment le genre de question, quand je fais un clic, combien ça coûte d'énergie? Alors ça dépend du clic, ça dépend du nombre de serveurs de backup, ça dépend de la latence qu'on s'autorise, ça dépend de plein de choses, mais c'est juste vertigineux. Il est évident, pour le coup, très clair que ce n'est pas durable, et que d'ailleurs aujourd'hui, on ne sait pas faire, le smartphone durable n'existe pas, et ainsi de suite. Le plus durable, comme on sait aujourd'hui, étant le Fairphone. Hélas, j'ai acheté le mien avant d'avoir connaissance de celui-là, mais c'est un vrai enjeu de société. Oui, je voulais vous demander, est-ce que vous ne pensez pas que le développement de l'IA gagnerait au niveau international à ne pas être considéré comme un domaine, mais plutôt à considérer qu'il y a des domaines, des secteurs, la santé, etc., dans lesquels il y a de l'IA, et à ce moment-là, il y aurait des collaborations et des possibilités de développement internationaux? Évidemment, il y a cette... L'IA est un domaine qui est, par sa nature, mais aussi par le caractère extrêmement expérimental, extrêmement pragmatique du développement, un domaine dans lequel il y a sans arrêt cette interrogation. Et comme il y a besoin d'un fort interaction, un fort développement entre le programmeur, développeur d'une part, et la composante métier d'autre part, on peut se demander, pour la médecine par exemple, est-ce qu'il faut que l'hôpital ait son secteur, son unité dans laquelle on réfléchit à des algorithmes, ou est-ce qu'il faut que l'informaticien se dise qu'est-ce que je vais développer comme algorithme et que ça soit centralisé? D'un certain point de vue, toutes les méthodes d'IA utilisent en partie des objets communs. Il y a besoin de ressources de calcul, il y a besoin de certaines cultures communes, etc. Et on peut, en première approximation, dire ça plaide pour qu'il y ait quand même des grands programmes d'IA spécifiques dans lesquels on s'intéresse à telle et telle application. Ce raisonnement, il marche que jusqu'à un certain point. Et dans un certain nombre de sujets, très probablement, ça va effectivement, et ça a commencé déjà effectivement à se délocaliser, disperser, ou dans tel endroit, on se dit... Telle et telle entreprise spécialisée dans tel secteur va utiliser de l'IA en plus, va faire appel à telle entreprise qui s'occupe d'IA, va utiliser des ressources délocalisées et tout ce qu'on veut pour faire progresser son domaine. Certainement, il y aura un mix des deux à l'avenir. Il est possible que l'IA, en un sens, à terme, et peut-être dans pas si longtemps, disparaisse au sens où on oublie même de le considérer. On considérera tout naturel que dans ce domaine-ci, dans ce domaine-là, on utilise l'IA chaque fois que c'est utile, de la même façon qu'on utilise de l'électricité partout où c'est utile, et on n'y pense pas comme l'électricité comme un secteur d'activité humaine. Enfin si, quand on s'occupe de la production d'électricité, on y pense, mais l'électricité est venue comme un adjuvant un peu partout.
C'est tout à fait possible. Je parlais tout à l'heure de la question locale, où vous retrouvez, par exemple, je me souviens, il y avait une entreprise d'IA, petite entreprise d'IA, qui s'occupait de travailler, spécialisée en logistique, qui s'occupait de travailler avec des ports. Ça correspondait bien en environnement breton. Et évidemment, en ce cas, pas besoin forcément d'infrastructures gigantesques, mais besoin d'une petite équipe qui est en bonne proximité et qui noue une bonne relation de confiance avec les équipes qui gèrent le port A, le port B, le port C, et ainsi de suite, et d'une façon qui puisse mener l'expérimentation sur la durée et s'installer ainsi. Et on peut classifier ça comme on veut, dire telle entreprise, on va la mettre dans l'acteur IA, ou on va juste considérer que c'est une amélioration de la fonction organisation logistique du port. Autre question ? Sur la médecine, on avait, au moment du rapport, nous avions bien estimé qu'il fallait les deux approches et qu'il fallait que des chercheurs aillent, par exemple, en résidence dans des hôpitaux pour bien comprendre comment ça se passe, pour être en contact quasi permanent avec les équipes de médecins, et puis voir comment le flux de données s'organise, et qu'il fallait aussi qu'il y ait dans les équipes spécialisées en algorithmique qu'ils essayent tel et tel programme. Évidemment, je vais dire, plus on s'approche finement de la compétence métier, plus il y a besoin de le placer auprès du lieu où s'exerce la compétence métier, et aussi au niveau de l'organisation et du financement. Merci pour l'exposé. J'ai une question. Alors moi, je faisais partie d'un des groupes de travail il y a 3 ans dans Francis AI, notamment le groupe sur la formation. Et ma question, c'est est-ce qu'il y a des recommandations, un avis sur, est-ce que tu as ça sur comment on pourrait développer de nouvelles formations, et notamment peut-être à d'autres niveaux, parce qu'il y a beaucoup de formations qui se font au niveau Bac+5, mais aujourd'hui, et tu l'as dit, il y a beaucoup de gens qui font de l'IA, ça commence à venir un petit peu partout. Il n'y a pas nécessairement besoin de ces compétences-là au niveau Bac+5, mais il y a un petit trou dans la raquette, enfin un gros trou en fait, qui commence. Donc s'il y a des recommandations à faire, parce que moi dans notre groupe, on avait même recommandé d'essayer de faire de l'IA à partir du collège, voire avant, avec des systèmes de programmation visuelle qu'on pouvait coupler à de l'IA. Donc, est-ce que ça fait partie aussi du trou de la raquette, de ne pas avoir des formations plus bas niveau ? Complètement. Alors, premièrement, je confirme en tout point, enfin, le diagnostic que vous aviez posé à Francis AI à l'époque, c'est un diagnostic qu'on recoupe complètement dans la mission. La pyramide des compétences françaises a une base très étroite et une pointe très haute. Il y a peu de monde et des gens très bien formés. Là où les besoins tels qu'ils sont exprimés globalement par les différentes activités, par les différentes industries, demandent une base plus large et une hauteur moins élevée, quelque chose de beaucoup plus, je sais pas, conique, enfin en tout cas, avec aussi des étudiants qui ont été formés à Bac+5, à Bac+3. Il y avait même une discussion avec les formations du genre est-ce que Bac+2 est envisageable, mais en tout cas, c'était des compétences beaucoup moins spécialisées qui manquaient dans bien des cas. Et pour cela, premièrement, sur les formations, globalement, résultat décevant, hein, les recommandations du rapport disaient, vu les besoins, vu ce qui est intéressant, vu le fait que globalement, le développement de l'IA, c'est quelque chose qui aussi aide les interactions, et donc il y a des effets de bord qui sont positifs. Allons-y franchement, et multiplions par 3 le nombre d'étudiants en IA. Bon, le gouvernement, en voyant bien que c'était très ambitieux à ramener le x3 en x2, mais le x2 ne sera pas atteint de toute façon. Et en vrai, le gouvernement, quand vous les interrogez, ils reconnaissent que c'est le point sur lequel les choses sont les plus décevantes. Ils se sont rendus compte, d'ailleurs, vous savez bien que les universités ne créent pas des formations sur ordre. C'est même plutôt contre-productif. Si le gouvernement va dans un sens, les universités vont avoir tendance à refuser. Et qu'il y a toute une façon à faire, une recette à trouver pour faire prendre la sauce un peu partout sur le terrain, avec des formations qui doivent être éventuellement expérimentales, éventuellement en coordination. Les choses en IA, comme elles se montrent de façon très pragmatique, elles peuvent se mettre en place sans que les choses soient vraiment cadrées. Et ça peut être sur n'importe quel sujet. Hein. Un exemple qu'on avait auditionné pendant la mission, c'était la formation super chic jointe entre MIT et Harvard, je pense, où c'était une formation de droit avec IA, où c'était
des spécialistes en droit, des élèves juristes qui bossaient avec des élèves programmeurs et qui travaillaient sur des choses du genre... Alors ça peut être de tout. Ça peut être de la justice prédictive, ça peut être de la reconnaissance de motifs et d'inégalités, ça peut être de l'analyse sémantique des textes de loi, toutes sortes de projets qu'on peut envisager et qui étaient faits de façon très pragmatique et assez horizontale. Il y a des pays dans lesquels c'est plus facile de le faire que dans d'autres, ce genre de choses. Il y a des pays dans lesquels on va au contraire discuter très très longuement de quel peut être le cursus, quelle peut être l'architecture, qui va être responsable, et ça sera beaucoup plus dur. Donc en tout cas sur les formations, aussi bien du côté formation universitaire que dans la formation continue, on va dire dans les métiers, le bilan est plutôt décevant. Nous avions fait une recommandation spécifique au ministère du Travail que soit mise en place une cellule d'expérimentation et observatoire pour voir comment les métiers s'approprient les techniques, qu'est-ce qui fait que ça marche ou pas en fonction de la sauce qui accompagne, essayer d'avancer dans le débat indémêlable de savoir si ça crée ou détruit des emplois. Globalement, le numérique détruit plus d'emplois qu'il n'en crée, ça c'est ce qui est observé depuis un bon moment. Cependant, globalement, le fait qu'une entreprise investissent dans la robotique et les équipements, ça a tendance à augmenter les emplois plutôt que de les faire baisser, en tout cas pour l'entreprise en question. Ça aussi, c'est bien attesté. Quant à l'intelligence artificielle, qui est plus spécifique que de l'IA, savoir si ça crée ou si ça baisse les emplois, c'est un débat qui est absolument indémêlable et vous entendez toutes les estimations possibles là-dessus. Et donc, pour avancer là-dessus, il nous faut un observatoire qui regarde ce qui se passe, qui organise aussi des tests, des comparatifs, des AB tests et tout ça, des expériences en double aveugle. Pôle emploi l'avait fait il y a quelques années en évaluant les algorithmes d'assistance à la recherche d'emploi de façon très scientifique. Et à la moitié des utilisateurs, des citoyens concernés à qui on fait bénéficier d'une aide l'IA, l'autre moitié à qui on n'en fait pas bénéficier, et on compare les résultats à la fin. Les résultats étaient très mitigés. Certains algorithmes qui avaient été présentés comme une panacée s'avéraient complètement inefficaces. D'autres, l'algorithme de Michel Sebag, justement, fonctionnait assez bien. C'était une des petites perles que l'expérience avait permis de révéler. Et on est là sur un domaine qui doit s'observer de façon très pragmatique. Donc on avait proposé ça à l'époque. Ça n'avait pas avancé. Seulement maintenant que le nouveau ministère, nouvelle équipe a l'air intéressée à mettre ça sur pied. Mais il y a un vrai sujet sur la façon de s'approprier le sujet. Alors, la formation, c'est la formation. On peut argumenter que c'est aussi la formation générale au sein des citoyens. Et pas une formation poussée, mais une culture. Bon, il y a des pays qui sont des objectifs du genre former 1% de nos citoyens aux bases d'intelligence artificielle. En France, il y a un MOOC qui a été réalisé spécifiquement par l'Institut Montaigne pour parler sur un plan en mode culturel exigeant un peu à tout le monde de l'intelligence artificielle. Hein. Quelles sont les grandes méthodes, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce que ça veut dire, il y a par renforcement, par apprentissage, les bases de données, qu'est-ce que ça fait. C'est quelque chose qu'il faut aussi poursuivre. Il y a eu certains ouvrages qui ont fait du travail de vulgarisation. Je pense bien sûr à l'ouvrage de Cathy O'Neill pour parler des dangers de la mise en œuvre de l'intelligence artificielle et montrant aussi que certains dangers fantasmés, ce n'est pas la question, d'autres dangers auxquels on ne pense pas, là c'est vraiment la question, et avec des exemples, c'est le genre de choses qui participent à la formation de l'ensemble des citoyens et qui sont utiles aussi. Et le fait de faire monter en compétence l'ensemble des citoyens, c'est aussi les responsables, les cadres, les dirigeants, la façon de permettre aux administrations de s'approprier le sujet, de lancer les expérimentations avec moins de crainte ou plus d'entrain, etc., etc. Voilà ce qu'on peut dire sur ces enjeux de formation. Très bien, merci. Est-ce qu'il y a encore une question? Non? Très bien, merci de nouveau Cédric Vennani. Super, merci.